Ce matin, pour le nouveau Soliflare, je suis restée dans une thématique plutôt de l'air du temps, c'est-à-dire en éveil de la Toussaint, célébration des morts. J'ai quand même voulu partir sur quelque chose d'un peu effrayant, mais en restant assez soft. Donc pour les indices, c'est une œuvre sculptée et l'artiste n'a jamais considéré son œuvre comme achevée jusqu'à la fin de sa vie. Par contre, c'est une réalisation qui sera un véritable vivier de formes pour lui. Et c'est une œuvre qu'on peut voir à Paris, dans le jardin de son musée. C'est donc la Porte des Enfers d'Auguste Rodin. Alors, c'est une porte en bronze ici qui va être réalisée, il avait donné son accord, hein, mais qui va être réalisée post-mortem en 28, alors que lui, il est décédé en 17. Donc, cette très belle porte qui va nous faire partir au cœur de la littérature et notamment au cœur des enfers avec tous ces damnés. D'ailleurs, quand on commence à regarder un petit peu en détail, on voit que ça tombe, on voit que ça s'enlace, on voit que ça s'accroche. On voit des corps vraiment en tension, sculptés, on voit beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc voici Auguste Rodin, c'est une commande qu'il va recevoir en 1880. Alors, assez rapidement, 1880, il a donc 40 ans. Il commence à avoir un nom qui se met en place. Il vient notamment de sortir de son gros scandale de l'âge d'airain, qui va être racheté par l'État. Et c'est notamment à ce moment-là que l'État lui donne cette commande, où l'arrêté est quand même très clair. Il doit réaliser une porte décorative ornée de bas-reliefs représentant la Divine Comédie de Dante, c'est-à-dire l'ouvrage du poète florentin du XIIIe siècle, qui nous raconte son parcours accompagné de Virgile, hein, son modèle littéraire, qui nous raconte son parcours dans les 9 cercles, vraiment, et ces régions infernales qu'il va découvrir au fur et à mesure et tous les personnages qu'il rencontre. Donc, voilà la commande de Rodin. Alors, il semblerait aussi, petit clin d'œil, qu'il aurait peut-être soufflé la thématique, puisque Rodin était vraiment quelqu'un qui lisait beaucoup, qui avait beaucoup vraiment de sources d'inspiration littéraire, et notamment, on sait que la Divine Comédie faisait partie des livres de poche, hein, vraiment pour lui. Donc Rodin se met au travail. Alors quand Rodin se met au travail, ça passe par des maquettes, et notamment ici, alors cette maquette, elle est toute petite. Vous pourriez me dire qu'on ne voit pas grand-chose. Bah, au final, si, parce qu'il va falloir penser la structure de la porte, vraiment son architecture. Et on commence à deviner qu'il y a des caissons. Voilà. Bon, vous pourriez me dire que c'est assez discret. Bah, je vous ai trouvé des dessins qui montrent qu'il l'a effectivement travaillé. Et notamment ici, vous avez ce projet à caisson où on voit à quel point il va commencer à travailler. Donc, il y a du lavis, il y a du réo aussi avec de la gouache. Et on voit qu'il travaille chaque caisson avec le volume des corps. Et notamment, il réalisera ce que Bourdelle, qui était vraiment un assistant très important dans son atelier, ce que Bourdelle appellera les dessins noirs. Alors, c'est vrai que c'est une partie du travail de Rodin qu'on connaît beaucoup moins, le dessin. Il l'a dit, il a commencé en dessinant et il dessinera toute sa vie. Mais attention, le dessin n'est pas un complément de la sculpture, c'est-à-dire que c'est vraiment un temps de travail à part. Et justement, ces dessins noirs vont arriver au moment où il travaille sur la porte de l'enfer de Dante, parce qu'il dit qu'il veut se mettre aussi dans cette atmosphère dantesque, donc cette atmosphère des enfers, ce côté très sombre, et il va travailler à la position des personnages. Donc ici, on voit encore une fois le travail du trait et surtout ce contraste entre le noir et blanc avec l'encre et la gouache, où il va venir faire ressortir les volumes. Alors, c'est pas anodin, ce travail de porte à caisson, parce qu'il est allé regarder du côté de Ghiberti, donc à Florence, sur le baptistère, vous avez la porte du paradis. Et Ghiberti, qui est donc un artiste Renaissance aussi florentin, eh bien, a lui travaillé en caisson, ce qui est assez traditionnel comme forme. Ce qui est très intéressant, c'est que Rodin prend le modèle d'une porte avec une thématique paradisiaque pour lui réaliser une porte avec une thématique infernale. Je trouve que le contraste des deux est assez intéressant, assez amusant.
Mais Rodin va continuer cette recherche et au final, le travail vraiment de décomposition en caisson correspond pas à ce qu'il souhaite faire. Donc, il va réaliser une autre maquette, donc il en fait plusieurs, parce que la première, c'est la première, celle-ci, c'est la troisième. Et on voit qu'on commence à avoir une composition peut-être plus gothique, plus traditionnelle, avec les pieds droits de chaque côté. Vous avez les vantaux ici au centre et le linteau sur le dessus. Et c'est vrai que quand on compare avec la composition de la porte en bronze, si on regarde les deux, sur la porte en bronze, on va retrouver les pieds droits, les vantaux, le tympan et vous avez même l'entablement qui se trouve ici. Et il va même couronner l'entablement avec un groupe sculpté avec 3 figures. Et puis surtout, on voit qu'on a des personnages qui commencent à se placer ici ou encore ici. On a des formes, ça tombe, ça chute. Hein. Toujours, on a ce côté d'année, on a la chute aux enfers qui apparaît. Alors, le bronze, je vous ai dit, ça va être un accord et une autorisation de Rodin, mais ça sera une concrétisation post-mortem du vivant de Rodin. Cette porte n'a été réalisée qu'en plâtre. C'est vraiment le travail d'une vie. Au niveau des figures, moi j'ai très longtemps lu 227 figures. Depuis peu, j'ai vu également que le musée a fait vraiment un site dédié à la porte. Et sur ce site, on vous parle de environ 250 figures. Mais Rodin va travailler toute sa vie sur cette porte et il travaillera avec du plâtre parce que c'est vraiment son matériau de prédilection et c'est ce qui va permettre de mettre en avant les corps. Cette œuvre, elle est commandée en 1880. Elle sera présentée pour la première fois au public en 1900. Donc ça veut dire 20 ans après la commande. Rodin a fait sa carrière, il est internationalement connu et il va en parallèle, il se met vraiment à l'écart de l'exposition universelle de 1900. Il fait construire un pavillon dans Paris qui est le pavillon de l'Alma et il va présenter ses œuvres dans ce pavillon. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde veut voir cette porte de l'enfer. Ça fait 20 ans qu'on en entend parler. Eh bien, cette porte, elle sera plutôt placée dans un coin parce qu'il va vouloir attirer le regard sur d'autres réalisations à ce moment-là et d'autres réalisations dont une a fait grand scandale. Cette porte aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est présentée de manière fragmentaire. Il n'y a pas tous les personnages sur la porte, il n'y a pas tous les morceaux, parce que ça, c'est vraiment une grande caractéristique du travail de Rodin. Ce qui n'est pas nécessaire est enlevé. Il veut vraiment aller à l'essentiel. Il est dans une expression vraiment très forte. Et si on zoome, notamment, on voit bien qu'ici, il y a un trou. Ici, par rapport au bronze qu'on a vu tout à l'heure, il manque un personnage. Dans le fond aussi. Et puis, on voit des empiècements. Là, regardez, on a encore une trace d'empiècement. Ça veut quand même dire que cette porte, pour Rodin, c'est un véritable puzzle. Hein. Il met, il enlève. Mais cette porte, elle va être vraiment bien accueillie. La presse la décrit comme si elle était complète. Et on va même parler à certains moments d'effets de vagues avec un paysage. On va comparer la porte avec un paysage marin, notamment dans cette zone ici qui paraît inachevée. Alors la porte, elle va rester en plâtre, elle va partir à Meudon. Parce que Rodin a deux vraiment résidences. C'est Biron qui est vraiment un lieu mondain et ensuite l'hôtel des Brillants à Meudon. Donc la porte part à Meudon, elle va ensuite retourner à Paris parce que pour cette commande, Rodin a reçu, eh bien, a reçu un dépôt de marbre. Donc ça va partir au 142 rue de l'Université et ensuite la porte va revenir à Meudon. Et avant de mourir, Rodin veut s'assurer qu'un musée restera, donc il va faire 3 donations à l'État. En 1916, vous avez la création du musée. Et dans ces 3 donations, il donne tout. Donc on a un conservateur qui est en place et qui va en 1917, mais vraiment peu de temps avant le décès de Rodin, réussir à convaincre Rodin de réaliser cette porte vraiment plus en dur. Alors déjà de son vivant, il y avait eu un premier projet en 1907 de faire une porte de bronze et de marbre pour le musée du Luxembourg. 1917, ça sera que du bronze. Mais par contre, Rodin ne verra jamais la fin. Ce qui est sûr, c'est que Léonce Bénédicte, qui était le conservateur,
va faire un gros travail d'archivage, reprendre des photographies, justement pour pouvoir reconstituer cette porte et pouvoir placer tous les personnages. Alors cette porte, comme je vous disais, c'est le travail d'une vie. C'est un vivier de formes et ce sont des formes, ça c'est vraiment quelque chose de très fort dans le travail de Rodin. Ce sont des formes, vu que la porte ne sera jamais finalisée, il n'ira jamais sur ce musée qui ne sera pas construit, eh bien elle va être pensée pour devenir autonome et tenir toute seule, mais surtout les formes vont sortir, vont quitter la porte pour prendre une autonomie. Alors, il y en a énormément, on retrouve quasiment toutes les formes dans l'œuvre de Rodin. Alors pour citer les plus célèbres, vous avez les trois ombres, qui sont à l'origine la statue d'Adam, puisqu'il avait pensé à placer Adam et Ève sur la porte, mais qu'il va répéter 3 fois. Et on voit ici cette douleur, hein, vous qui entrez, abandonnez toute espérance, hein, voilà les textes. Et puis surtout, on voit la référence avec Michel-Ange parce que la position du corps et des têtes, c'est juste pas possible. Là, on voit qu'on a ce travail très fort de la souffrance du corps qui est exprimé, et c'est Michel-Ange qui passe derrière, et on a cette répétition. Autre figure qui va prendre son autonomie, c'est Ugolin. Alors Ugolin, quand on zoome, il est là. Il se trouve ici. Ugolin, alors c'est Carpeau qui est la grande influence. Il en réalise un dessin qu'on a ici, hein, toujours ces dessins noirs. On voit que la position est changée parce qu'il passe d'une position debout qui rappelle l'œuvre de Carpeau que vous pouvez voir à Orsay, à une position vraiment humiliante. Et c'est ce moment où Ugolin, enfermé avec ses enfants parce qu'il il a péché et c'est la trahison qu'il a commis, il va être condamné à errer aux enfers parce qu'il a dévoré ses enfants. Donc, on a vraiment cette autonomie qui est prise. Et puis, notamment, une des œuvres emblématiques, hein, c'est ce penseur qui fait 70 cm à l'origine, qui va prendre son autonomie dans les années 1880 et qui, en 1904, sera même agrandi. Et vraiment, l'identité du penseur reste encore un peu mystérieuse parce que via les dessins, on sait que ce penseur, il était peut-être représenté sous le personnage de Minos, puisque dans la Divine Comédie, c'est Minos, le juge infernal, qui fait descendre les âmes aux enfers. On a aussi la marque du poète, ça veut dire que ce serait Dante qui regarderait lui-même sa création, ou encore, pourquoi pas, hein, Rodin qui regarderait aussi. Mais le penseur sortant et prenant son autonomie, eh bien, va devenir vraiment cette figure humaine, cette figure universelle de l'homme qui réfléchit. Et c'est pour ça qu'il devient le penseur, et il est crispé, hein, même lui, il est tourmenté dans ses pensées. C'est vraiment une œuvre emblématique de Rodin, hein. Même sur sa tombe, dans le jardin de Meudon, vous avez un penseur qui est représenté. Et puis, on va également avoir des formes qui ont évolué. Alors, regardez, si on reprend la troisième maquette, on a un groupe enlacé ici, mais qui est repris ici, c'est Paolo et Francesca. Alors, Paolo et Francesca, ce premier groupe sculpté va laisser place à un grand chef-d'œuvre qui est le baiser. Et le baiser va très vite prendre son autonomie, être beaucoup trop sensuel pour cette porte. Donc, il va même quitter sous cette forme-là la porte pour laisser place à un couple allongé qui essaye de se retenir. Ça, c'est ce qu'on décrit aussi dans les enfers de Dante. Mais donc, c'est une œuvre qui va ensuite être commandée par l'État pour faire un grand format, et cette œuvre-là a été surnommée le bibelot par Rodin lui-même, son grand bibelot, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et puis, on va aussi avoir des grandes caractéristiques. Vous avez placé ici, alors ils sont là, hein, sur la porte, ils sont sur le pied droit, vous avez « Je suis belle ». Et « Je suis belle » est au final une composition de deux autres figures qui sont l'homme qui tombe, qu'on va retrouver ici, et qui est la femme accroupie, qui est un petit peu modifiée, mais qui se trouve au niveau du tympan, qui est là. Donc ça veut dire que la porte des enfers, la porte de l'enfer de Rodin, est au final vraiment une porte qui va montrer tout le vocabulaire de Rodin. Si on la regarde ici, au final, on se rend compte que c'est plus les passions parce qu'on va avoir beaucoup de tensions, beaucoup de positions. C'est une œuvre qui va nous montrer cette capacité à Rodin, et notamment les trois ombres nous montrent à démultiplier les formes.
à faire du petit et du grand, notamment le penseur avec cette petite taille qui devient très grande, et ça, on l'aura avec les 3 ombres aussi. Ce vocabulaire aussi de pouvoir assembler, fragmenter. Donc, c'est vraiment l'œuvre de toute une vie. D'ailleurs, il dit que c'est une vie sculptée. Et cette porte, eh bien, elle ne peut pas s'ouvrir. Et comme disait Bourdelle, eh bien, c'est une porte sur laquelle on pouvait se crever un œil tellement qu'il y avait du volume. Mais elle paraît inachevée parce que pour Rodin, c'était pas important. Le côté inachevé, c'était le travail de la lumière et le travail des corps. Donc, cette porte de l'enfer est véritablement le symbole de tout ce que représente l'œuvre de Rodin. Et donc, il nous a emmenés aux enfers et au-delà de ça, il nous a emmenés dans l'expression humaine avec toutes ces tensions qui sont ici représentées. Alors, avant de vous quitter, prochain rendez-vous le 10 novembre avec l'exposition qui a lieu en ce moment à Écouen sur Émailler le verre à la Renaissance. Le prochain Soliflare le mardi 16 novembre et une autre présentation d'exposition le 24 novembre cette fois-ci avec les Animaux du Roi, qui est une exposition à Versailles. Alors, je vais arrêter